On attend peut-être encore peut-être 1 minute les derniers arrivants et puis ensuite on va démarrer parce qu'on a un ordre du jour qui est assez riche aujourd'hui, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Merci à tous de vous être connectés cet après-midi avec nous. Bonjour à tous. Bon, bah, on va démarrer. Il est 31 et puis voilà, le reste des personnes nous rejoindront en cours. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents lors de ce Dites-nous tout. Comme vous savez, Anne Laurin a quitté l'ANS dernièrement. Donc, je me présente. Je suis Léa Bosquin. Je travaille donc à l'ANS. Je travaillais avec Anne. Et je travaille plus particulièrement au sein des équipes dans le secteur médico-social, donc je suis plutôt spécialisée sur ce secteur-là. Donc voilà, excusez-moi par avance si jamais je ne suis pas tout à fait au fait de tout ce qui se passe dans le secteur sanitaire ou le secteur libéral. Voilà, je monte progressivement sur ce sujet, mon espace santé, qui est très intéressant, très passionnant. Donc, pour aujourd'hui, donc, on va avoir 1 heure d'échange. Les 50 premières minutes, on va vous parler de quelques actualités, puis on aura 2 témoignages. Et ensuite, n'hésitez pas, on essaie de se garder quand même un petit temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à réagir, à nous faire part de vos remarques au moment des actus, au moment aussi des témoignages. Et si jamais on se retrouve un petit peu à court de temps, on pourra tout à fait de toute façon conserver vos questions et y répondre dans la FAQ. On va collecter toute cette matière-là et puis voilà, vous pourrez retrouver les réponses à vos questions dans la FAQ. Comme vous savez, les Dites-nous tout, c'est un rendez-vous qui est mensuel, donc il y en a un par mois. Le prochain, ce sera le 8 juin. Et si vous voulez retrouver les autres sessions, voilà, comme vous avez vu, elles sont enregistrées, donc elles pourront être disponibles sur le site. Voilà. Et donc, sans plus attendre, je vais vous présenter voilà, le sommaire pour aujourd'hui. Donc, comme je vous disais au début de cette séance, donc 2 parties, une sur les statistiques d'usage de mon espace santé et une sur les dernières évolutions, les principales évolutions à venir sur le produit Mon Espace Santé. Et ensuite, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui 2 professionnels libéraux qui viendront nous partager leur expérience concernant leur utilisation, les usages avec Mon Espace Santé. Donc, merci beaucoup à tous les 2 d'être présents pour ces témoignages. Et puis, comme je vous disais, on aura un moment de questions-réponses en fin de session si vous avez des questions par rapport à mon espace santé. Donc, je vais laisser la parole à la CNAM pour vous présenter les statistiques d'usage de mon espace santé. C'est à vous. Oui, vous m'entendez bien? Bonjour. Oui. Ok. Alors, je suis Saïd Berhamdan, donc je travaille à la CNAM, effectivement, donc en collaboration avec l'ANS et la DNS sur tout ce qui concerne mon espace santé, et ensuite sur d'autres services SOC, donc plus particulièrement les messageries sécurisées de santé. Alors, on voulait vous faire vraiment un petit état des lieux, en tout cas des statistiques nationales concernant mon espace santé. D'ailleurs, les chiffres que je vais vous présenter donc sont partagés et actualisés régulièrement, et partagés aussi au travers des différentes instances nationales, type comité des territoires, etc. Alors, concernant les créations, donc moins de 2% des personnes se sont opposées au niveau national à la création de leur espace santé. Et depuis donc la mi-juillet, ce qui représente environ 66 millions de personnes, donc d'assurés sociaux, qui en sont désormais dotés. Alors là, c'était tout ce qui a suivi, en tout cas, ce qu'on appelle l'opt-out, donc le système de création automatique des différents espaces santé. Donc, ce qui signifie plus particulièrement que plus de 90% des Français peuvent d'ores et déjà recevoir des documents de santé ou un message à la sortie d'un épisode de soins.
Donc, parmi ces personnes-là, donc 8,6 millions d'usagers ont activé le service, activé le profil Mon Espace Santé, ce qui représente effectivement 12% des personnes. Et chaque mois, en fait, on a pu constater effectivement une très bonne dynamique d'activation, en tout cas des différents profils, ce qui représente un peu plus de 200 000 activations par mois là, sur les 3 derniers mois glissants. Et puis pour terminer sur le nombre de téléchargements de l'application mobile depuis qu'elle est sortie, donc on a eu presque 1 million de téléchargements. Donc sur les deux environnements, c'est-à-dire respectivement Android et puis Apple, donc sur le store, avec un très bon rating. Donc on a 4,6 pour Android, donc le système de notation de ceux qui ont activé et téléchargé surtout l'application, et 4,7, en tout cas très bonne note pour l'environnement Apple. Ensuite, tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, les premiers usages, effectivement, concernant Mon Espace Santé, les principales fonctionnalités. Donc, on s'est rendu compte, on a pu constater, en tout cas ces derniers temps, que plus de 25% d'entre eux, donc les usagers qui ont activé leur profil, remplissent leur profil médical. Donc, plus particulièrement certaines rubriques, donc notamment la rubrique hospitalisation, maladie, sujet de santé. Donc là, on écarte effectivement la rubrique mesures, dont je vais vous parler juste après. Donc, plus de 40% effectivement des citoyens qui ont activé leur profil ont ajouté au moins une mesure, donc concernant par exemple une mesure de poids, de taille, de tension, etc., au sein de Mon Espace Santé. Passer. Alors, concernant les audiences, donc là, on a effectivement sorti des statistiques par rapport aux différents environnements. Donc, en desktop, c'est-à-dire sur les ordinateurs de manière classique, on a fait la comparaison aussi avec les autres types d'appareils type tablette, par exemple. Et effectivement, l'environnement, en tout cas la navigation à travers de l'application mobile. Donc, comme vous pouvez le constater, on a en fait de manière un peu régulière, donc c'est assez stable entre février 2023 et le 7 mai, donc des mesures qui sont prises toutes les semaines, on constate qu'environ on a à peu près 100 000 visiteurs connectés. Donc ça, c'est les petites barres en bleu, respectivement concernant la partie connexion sur l'environnement ordinateur et tablette notamment. Pour la partie application mobile, ça représente entre 20 000 et 25 000 personnes environ qui se connectent voilà, sur leur espace via l'application mobile. Donc, les usagers, on vous a remis ça en bas de slide. Les usagers consultent régulièrement donc, leur espace santé. 10% des visiteurs reviennent d'un mois à l'autre, ce qui est plutôt positif. Alors ensuite, un point sur l'alimentation du dossier médical, donc ce qu'on appelait avant DMP, effectivement, mais donc, qui a changé de nom pour la partie usagée, en tout cas, et pas pour la partie professionnelle de santé. Donc, on a pu constater effectivement une très, très forte accélération en termes d'alimentation, donc concernant de manière très pragmatique les usages. Donc, comme vous pouvez le constater, alors c'est un peu petit en lecture. Donc, en l'espace de quasiment 2 ans, on a fait un bond de x19 en termes de nombre de documents alimentés au sein de Mon Espace Santé. Donc, si vous reprenez effectivement janvier 2021, donc tout en bas à gauche, on n'avait que 6,3 millions de documents. Ensuite, on a une certaine stabilité donc sur l'année 2021, jusqu'à ce qu'effectivement on mette en place en tout cas le système le projet de pilote avec 3 régions. Donc, constater aussi une petite amélioration en termes de volumétrie, en tout cas de documents alimentés. Et ensuite, le temps, en tout cas marquant, a été le lancement officiellement de Mon Espace Santé, donc en fin janvier, début février 2022, où là, vous pouvez constater effectivement une nette accélération en termes d'alimentation. Voilà. Alors, je peux reprendre la question au fil de l'eau ou je finis la présentation? Ouais. Alors, on n'a pas forcément, j'ai pas forcément le détail concernant le pic effectivement que vous avez pu constater là sur la semaine du 26 février. Je pense que c'est très très probablement lié aussi à la relance, parce qu'on avait envoyé un certain nombre, donc des milliers de notifications, donc soit par mail aux usagers pour leur demander effectivement d'activer leur profil, et par courrier aussi postal. Et puis, il y a eu quelques éléments de communication aussi qui ont pu jouer, je pense, sur cette semaine-là. D'où effectivement le pic en termes d'alimentation. Voilà. Et puis de navigation surtout, pardon. Alors, les nouvelles fonctionnalités, très rapidement, je vais commencer par la relation usager-EPS, puisque c'est, on va dire, l'évolution majeure, et la nouvelle fonctionnalité qui sera implémentée donc, et qui sera disponible plutôt en production, donc courant du mois de mai, qui concerne effectivement la liberté aujourd'hui, en tout cas, la liberté qui sera offerte aux patients de pouvoir échanger une ordonnance avec son officine, en tout cas l'officine de son choix. Donc ça a été validé effectivement d'un commun accord aussi avec les représentants syndicaux au niveau national des pharmaciens.
pour ensuite accompagner au mieux les officines, puisque un des prérequis, c'est effectivement que l'officine soit équipée d'une balle organisationnelle, pour ensuite permettre, au sein de l'interface, en tout cas mon espace santé, aux patients d'écrire directement à l'officine concernée pour lui partager des documents. Ensuite, donc dans la version qui sera mise en production courant du mois de mai, profil médical, donc on a ajouté un encart sur la page d'accueil et au sein du profil médical pour sensibiliser l'usager en fait à remplir son profil médical et enregistrer sa synthèse, plus possibilité effectivement à venir d'indiquer un objectif pour la mesure glycémique. Ensuite, sur la partie transverse, donc on a amélioré le système de notification, donc en ajoutant effectivement une notification lors de l'alimentation des vaccinations, la modification et la suppression d'un document. Ensuite, on a amélioré également le template, puisque quand vous recevez une notification, quelquefois on avait des mails génériques. Donc le template, c'est le template de la notification que vous recevez donc, en tant qu'usager par email. Et puis une refonte de la une du carrousel, donc présent sur la page d'accueil de mon espace santé. Ensuite, pour la partie documentation, donc vous aurez la possibilité, en tout cas pour l'ensemble des usagers, de visualiser les documents au format texte, et puis une amélioration donc à venir du parcours de suppression des directives anticipées, parce que ça avait été demandé effectivement au travers des différents retours d'expérience qu'on a pu avoir aussi avec les citoyens, sur la possibilité de télécharger en tout cas le document avant de le supprimer. Et puis pour terminer, en tout cas, on a quelques mises à jour concernant les paramètres, donc tout ce qui concerne l'ergonomie puis l'interface utilisateur. Donc avec la refonte du design de l'historique d'activité, cette fois-ci, on aura donc courant du mois de mai un regroupement des traces donc par mois et par auteur. Voilà. On a une question dans le chat, peut-être Saïd, sur la connexion via France Connect. Alors, bonjour, est-ce que la connexion via France Connect est bientôt disponible ou sera disponible? Alors ça, j'ai pas la réponse tout de suite, mais je vais bien me renseigner pour vous apporter au prochain dialogue, enfin, dites-nous tout, pardon. La réponse. Alors ensuite, concernant ce partage d'ordonnances, cela veut dire que le patient pourra initier une conversation de sa propre initiative avec l'officine depuis sa balle messagerie vers la balle organisationnelle. Oui, c'est tout à fait ça. Par contre, il y a un garde-fou, puisqu'effectivement, à l'origine, donc le système, ça n'empêche pas. Alors, il n'y a pas de suppression de la fonctionnalité initiale qui avait été implémentée pour la partie médecin, par exemple, qui nous avait demandé effectivement de rester maître des échanges. Donc, effectivement, les professionnels de santé, quels qu'ils soient, en tout cas les libéraux, continuent d'avoir la maîtrise des échanges, c'est-à-dire en initiant le premier message. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. La seule particularité avec cette nouvelle fonctionnalité-là, c'est qu'effectivement, à la demande des pharmaciens, des syndicats de pharmaciens, pour faire décoller aussi les usages, ils nous ont demandé si effectivement on pouvait ouvrir cette possibilité-là pour le patient uniquement dans le cadre de l'envoi des ordonnances. Donc, c'est quelque chose qui est relativement cadré. Ensuite, bonjour, avez-vous une date concernant l'accès à l'agenda? Alors, pour l'instant, non, pas de date définitive de fixée. Donc, les travaux sont en cours de finalisation et puis je pense que très probablement, ce sera à la rentrée, sans vous dire trop de bêtises. Ensuite, bonjour, concernant les partages d'ordonnances, comment savoir s'il y a une compatibilité avec la boîte de messagerie? Alors, vous pouvez préciser, vous pouvez prendre la parole du coup. Est-ce que la personne peut préciser? Non. N'hésitez pas à préciser dans le chat, après on pourra répondre aussi en écrivant. On sait nativement, on va dire que l'officine est équipée d'une balle MS Santé organisationnelle dans la mesure où la fonctionnalité telle qu'on l'a construite prend en compte uniquement les officines qui sont équipées déjà d'une balle MS Santé et le prérequis nécessaire pour ensuite permettre aux patients d'envoyer un message à l'officine, c'est de dire l'officine doit être obligatoirement équipée d'une balle organisationnelle. Alors, j'ai pas les modalités, là, je peux pas vous présenter les écrans, mais je pense qu'on pourra le faire à un prochain Dites-nous tout très, très facilement. En fait, partez du principe que quand le citoyen, en tout cas, se connectera sur son profil Mon Espace Santé, on a implémenté en fait un lien, une espèce de bouton automatique dans lequel, donc, dès que le patient cliquera sur ce bouton-là pour envoyer en tout cas un document à l'officine, il va pouvoir rechercher dans un espèce d'annuaire, en fait, l'ensemble des officines, soit avec un critère de nom, le nom de l'enseigne, en tout cas le nom de l'officine. Donc, les officines qui ressortiront dans le listing, en tout cas, suite à la recherche du patient, seront forcément celles qui sont équipées d'une balle organisationnelle MS Santé. Voilà.
Donc, il suffira de cliquer sur Nouveau message et d'envoyer un message à l'adresse de l'officine. Oui. Alors, c'est transparent effectivement pour le patient, puisque le patient n'a pas la vue et n'a pas accès à l'annuaire côté MS Santé, donc pour la partie professionnelle de santé. Donc, dès lors qu'il sélectionne l'officine de son choix, l'adresse MS Santé de l'officine apparaîtra directement, en tout cas sera directement implémentée en tant que destinataire. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup Saïd d'y avoir répondu. Je vous propose qu'on passe maintenant au témoignage donc des professionnels de santé libéraux qui sont avec nous. Donc encore une fois, un grand merci à vous deux d'être présents pour pouvoir nous partager votre expérience. Donc on accueille aujourd'hui le docteur Coralie Junier. Bonjour. Qui est pharmacien à la pharmacie Perrarche Carnot et qui va nous partager donc, ses travaux. Oh là là, j'en ai partout. Alors, je retourne sur votre dossier. Il a oublié de fermer son micro. Donc, il va nous partager ses travaux en ce qui concerne voilà, l'usage de mon espace santé au sein de la pharmacie. Et puis également, juste après, donc, le docteur Yvan Monneret, qui est biologiste au sein du groupe Innovi, qui lui va également nous partager son retour d'expérience sur mon espace santé, puis plus particulièrement avec un focus sur l'INS. Donc, merci à tous les deux. Et puis, sans plus attendre, je vais laisser la parole au docteur Coralie Junier. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis pharmacien d'officine. Nous, on a un logiciel qui est passé Ségur en avril et depuis octobre 2022, on a la possibilité de valider l'identité numérique santé des patients dans notre LGO. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on a notre messagerie Mélis sécurisée qui est intégrée au LGO. Donc, on pouvait communiquer déjà par messagerie sécurisée avec uniquement les praticiens. Et donc, depuis avril, ce qui a changé pour nous avec la version Ségur, c'est que ça nous génère des notes de vaccination qu'on peut envoyer directement sur le DMP du patient. En chiffres, je pense qu'aujourd'hui, on est à 50-60% de nos patients pour qui on a fait une validation de l'INS. Et le but, c'est d'arriver à 90%. On ne pourra jamais, je pense, arriver à 100% de certification, de validation des INS, ne serait-ce que par certains profils de population, des gens qui ont le numéro de sécu provisoire, voilà, pour qui ce n'est pas possible actuellement. Et surtout, ce qui change une version Ségur pour nous, c'est bientôt 2024, on espère l'arrivée de la e-prescription parce que l'enjeu en officine, c'est quand même, on a un gros souci, c'est avec toutes ces ordonnances qui arrivent de plein de plateformes d'authentification des prescriptions. Donc, c'est vrai que d'où la demande de nos instances d'avoir ce partage d'ordonnances via l'espace santé sécurisé, la messagerie sécurisée des patients vers les boîtes organisationnelles des pharmacies. Donc, échanger avec les professionnels de santé et les patients uniquement par messagerie sécurisée de santé. Ça va nous permettre d'alimenter à chaque délivrance le dossier médical partagé des patients par rapport aux actes qu'on fait. Et à terme, pour le moment, nous, on n'est qu'en flux descendant, c'est-à-dire qu'on n'apporte que des données qu'on alimente. Et à terme, on pourrait avoir un accès, si j'ai bien compris, dans des plus prochaines phases de développement, de remontée de données, c'est-à-dire qu'on pourra avoir accès peut-être aux biologies, à d'autres données qui nous intéressent du DMP des patients. Ce que ça a entraîné pour nous en pratique, au départ, sur toute la période d'octobre à février, il y avait pas mal de versions test de nos LGO qui ont été mises à disposition. Et globalement, toutes les connexions pour interroger l'INS du patient, se connecter au DMP, se connecter
à tout ça. On a l'ADRI, on a Visiodroit, on a plein de connexions en fait qui sont faites entre nos LGO et des différentes instances. Et du coup, ça ralentissait pas mal les actes de facturation. Il y avait il y avait un flux de données qui était important à échanger. Donc ça, ils ont travaillé sur les versions. Là, aujourd'hui, c'est quasi transparent pour nous au comptoir. Il a fallu au niveau des officines, si on avait certains types de matériel un peu vieux au niveau informatique, renouveler certains postes, renouveler certains lecteurs Sésame Vital aussi dans l'optique de l'arrivée bientôt des cartes vitales dématérialisées. Et puis, après, vous verrez, je vous ai fait 2-3 captures d'écran pour vous montrer qu'en fait, voilà, on valide l'INS d'un patient, vraiment, ça nous fait 3 clics à faire au comptoir avec quelques questions. Et pour accéder, pour déposer une note de vaccination, c'est en 2 clics. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que la version qu'on a, elle est tout à fait acceptable en termes de temps pris au comptoir pour notre exercice. Ce qui pose un peu plus souci, c'est la formation des équipes parce qu'il faut les sensibiliser à ces nouvelles versions, il faut les former déjà sur les nouvelles fonctions du logiciel, leur expliquer à chacun ce que c'est que l'espace santé, la plus-value pour le patient et pour nous à terme dans l'exercice, lever les freins parce que la nouveauté, ça peut faire peur, hein, ça fait souvent peur de toute façon, j'ai envie de dire. Et après, trouver, en fait, faire des petites fiches de vocabulaire pour expliquer simplement pourquoi on doit valider l'identité numérique de santé et ce que représente l'espace santé pour les patients, parce qu'on voit bien là, quand la présentation qu'a fait la personne de la CNAM tout à l'heure, c'est voilà, on n'a que 12%, je crois, aujourd'hui, des patients qui sont vraiment allés sur leur espace santé. Donc l'enjeu, en fait, c'est un peu faire de la pédagogie au comptoir. Donc, nous, on a des flyers de l'assurance maladie, on a des petits post-it qu'on colle sur les ordonnances que je vous ai mis en slide après. Pour les patients, voilà, moi, je vous ai mis un peu les mots-clés. Ce qu'on utilise, nous, au comptoir, c'est qu'on leur explique que leur espace santé, c'est une sorte de cloud avec leur parcours de soins de A à Z pour eux, hein, parce qu'on voit bien aujourd'hui, effectivement, que quand on se connecte sur notre espace santé, il y a un flux de plus en plus de données. On a les dernières consultations, les dernières biologies, les comptes rendus. Donc, que ça, pour eux, ça va leur permettre une meilleure prise en charge, un meilleur suivi d'observance pour nous, pour la partie médicamenteuse, des traitements, qui vont avoir accès à une messagerie sécurisée de santé pour échanger en toute sécurité avec les professionnels de santé. Et puis aussi, parce que nous, c'est quelque chose qu'on pratique, c'est la vaccination. Donc, je leur parle de leur carnet de santé électronique qu'ils vont retrouver sur leur espace santé et de traçabilité. Voilà. Pour nous, notre structure, c'est au niveau de l'officine, et je pense que c'est pareil pour les infirmières et toutes les personnes qui vaccinent, ça permet d'avoir un acte qui est tracé, de la même façon qu'on a vu pendant la Covid avec la plateforme de déclaration des vaccins. On a vraiment une super traçabilité sur les actes qui étaient pratiqués. On n'avait pas ça actuellement pour tous les autres vaccins et rappels vaccinaux, que ce soit chez l'adulte et l'enfant. Et là, aujourd'hui, avec ces notes de vaccination, le patient, il pourra garder à vie une trace des produits qu'on lui a injectés. Dans une logique de transparence, je trouve que c'est important. Donc, autant pour le professionnel que pour le patient. Ça va nous permettre à terme d'avoir accès au DMP et à la biologie des patients. Pour nous, pharmaciens, c'est quelque chose d'important pour conduire des entretiens et des bilans partagés de médication. Pour aussi sécuriser la délivrance, parce qu'il y a des données type la clairance ou pour plein d'autres médicaments à des délivrances particulières, on est obligé d'avoir des données de biologie à vérifier. Donc, si demain, tout sera numérique, pouvoir accéder via nos LGO directement à ces données-là, ça va faciliter, sécuriser les actes, faciliter notre vie, faciliter la vie des patients. Et puis aussi, moi, je crois beaucoup au DMP, à l'espace santé, à tout ce qui apporte le Ségur pour faciliter ce qui est peut-être
un effet de mode, mais de toute façon, l'exercice coordonné, on va être tous confrontés, quels que soient nos métiers, à de l'exercice coordonné du fait de la démographie médicale et du vieillissement de la population. Donc, voilà, c'est utiliser ces outils-là pour nous faciliter notre exercice à tous au quotidien. Voilà. Vous pouvez passer sur les petites slides après. Donc là, je vous ai fait une petite capture d'écran pour vous montrer sur notre LGO, nous, ce que d'habitude, vous ne voyez pas forcément, c'est la partie pharmacien de l'écran. Donc, quand on lit une carte vitale, on a la fiche patient, on a ce qu'on appelle, nous, les missions de santé, c'est tous les actes qu'on peut faire, vaccination, TROD, test antigénique, bilan. Il y a les documents, quand on veut verser une petite tuile pour verser un document au DMP d'un patient. On peut se connecter directement via notre LGO à la partie professionnelle des santé DMP. Et là, c'est quand on est sur une fiche patient d'un patient, sur une première lecture de carte vitale, si on n'a pas encore récupéré son identité nationale de santé, et ben, on va pouvoir le faire en cliquant là. Et après, ça nous remonte instantanément via une petite fenêtre pop-up, voilà, toutes les données, ce qui nous permet de vérifier l'INS. On clique et après, il nous demande par quel type de document on a vérifié l'INS du patient, un titre de séjour, tous les papiers, tout ce qui est partie administrative. Nous, au comptoir, pour les patients qu'on connaît très bien, moi, ça fait 17 ans que je suis dans le même quartier, donc il y a des patients que je côtoie depuis 17 ans quand même. C'est vrai que demander des fois des papiers d'identité, c'est compliqué. Donc, pour amorcer la discussion avec eux sur l'INS, souvent, je leur dis vous êtes nés, on voit le lieu de naissance, donc on les interpelle par leur lieu de naissance, par leur deuxième prénom. Et après, ça ouvre le dialogue et on leur explique maintenant, on a accès à ça. Ça va permettre de valider votre INS, d'après téléverser tout ce qu'on fait à la pharmacie dans votre DMP. Et du coup, ça permet d'amener le sujet de la carte d'identité pour valider cette donnée-là. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait, nous, au quotidien. Après, je vous ai mis des slides pour vous montrer que quand on accède au DMP, c'était plus comme il y a un public un peu large, je crois, à ce témoignage. Je vous ai mis une slide pour vous montrer qu'on a des alertes aussi quand on se connecte sur le DMP. Là, c'est pour un patient mineur, par exemple. Si on fait une connexion classique qui sera visible dans son historique, si on téléverse des documents, par exemple une note de vaccination, si c'est un document plus confidentiel et que la personne mineure ne veut pas que ce soit visible, on va pouvoir mettre en mode classique ou secrète. Voilà. Voilà. Après, je vous ai juste mis les outils qu'on utilisait au comptoir pour promouvoir l'espace santé. Donc, les flyers avec le petit astronaute, c'est des choses je ne sais plus comment on les a eues, mais je pense que c'est en les commandant en ligne sur soit le site, sur l'assurance maladie. On a moyen de se les commander. Et puis, les post-it, c'est quelque chose qui a été édité par mon groupement. En fait, le post-it, chaque fois qu'on fait une note de vaccination ou qu'on certifie l'INS d'un patient au comptoir, on lui met le post-it sur son ordonnance et on lui remet le flyer pour que derrière, à la maison, il puisse télécharger l'appli et qu'il puisse se connecter à son espace santé. Voilà. Après, je ne sais plus. Et là, je vous ai mis une note de vaccination. Donc, la note de vaccination, quand on la génère sur notre LGO, on voit donc la date et on voit avec qui on l'a partagé, le patient, les autres professionnels de santé. Voilà. Et on a possibilité pour les notes de vaccination qu'on n'a pas alimentées sur le DMP d'un patient, de le faire a posteriori si le jour J, soit des fois il y a des problèmes de connexion, c'est possible aussi de le faire après. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions, c'est vraiment pratique.
pratico-pratique. On peut passer à la diapo d'après. Juste une petite question qui est arrivée dans le chat qui demande si le contenu du DP est automatiquement présenté par le LGO ou autre connexion. Le DP ou le DMP? Le DP. Le DP. Alors, le DP pharmaceutique, pour le moment, je crois, j'ai pas. Alors, justement, pour le moment, il n'est pas forcément. Parce que le DP, ça reprend pas que les médicaments délivrés sur ordonnance, ça peut reprendre toutes les délivrances qui sont faites même les délivrances qu'on appelle, nous, comptoirs de médicaments hors ordonnance qu'on fait avec la carte vitale pour se connecter au DP. À terme, le DP doit alimenter le DMP. C'est ce que je mets dans ma dernière diapo. Hein. Donc oui, normalement, je ne sais pas si c'est déjà opérationnel parce que là, on est dans une phase où on ne va plus avoir besoin, depuis le 3 avril, c'est tout nouveau, de recueillir au comptoir l'accord du patient pour ouvrir son dossier pharmaceutique. L'ouverture du dossier pharmaceutique va se faire en systématique et après ça va être en fait, il y aura un mail qui sera envoyé aux patients par l'ordre, je crois que c'est l'ordre national des pharmaciens l'ONP qui va leur envoyer un mail et ils auront 6 semaines pour faire opposition à l'ouverture par défaut, le DP est ouvert, voilà. L'arrêté est sorti là le 3 avril, on l'attendait ça devait être fait courant 2022 et puis bon, il y avait du retard, quoi. Comme souvent. Merci beaucoup. Donc voilà, la note de vaccination, elle reprend. Alors, ce qui bloque un petit peu pour le moment, mais ça va peut-être évoluer. Aujourd'hui, il y a forcément, c'est forcément le nom du pharmacien titulaire qui ressort sur l'acte de vaccination. Pour le moment, nos LGO en version Ségur, ils nous permettent pour chaque pharmacien adjoint, vaccinateur, de rentrer le RTPS et de créer un code. Donc, ils sont habilités à faire la vaccination, mais sur la déclaration d'acte, au moment, j'ai fait des tentatives de notes de vaccination, chaque fois, ça bloque, il faut aller que ce soit, alors que ce n'est pas forcément. Donc là, c'est un petit peu la chose à améliorer parce qu'en traçabilité, il faut effectivement, il y a bien l'organisation, la structure, voilà, la pharmacie, mais l'auteur de l'acte, ce n'est pas forcément le pharmacien titulaire, ça peut être le pharmacien adjoint. Et donc ça, et pourtant, au niveau du back-office du LGO, sur la moulinette, quand on déclare l'acte de vaccination, il y a un onglet défilant et on peut présélectionner, ils figurent, mes adjoints figurent, mais si je top sur eux, ça ne valide pas la note de vaccination actuellement. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui va sortir sur les prochaines versions. Voilà, après la note de vaccination, à vous remet. Et donc, oui, voilà, là, je vous ai remis la question par rapport au DP. Ce qui va changer, ce qui change là, c'est qu'on passe de 4 mois d'historique à 12 mois, qu'il y aura le nom de la pharmacie dispensatrice affiché. Aujourd'hui, c'était anonyme. On voyait ce qu'avait consommé, en gros, le patient, la date de délivrance, mais on ne savait pas où il avait pris. Et ce qui va aussi changer, c'est qu'aujourd'hui, le DP est accessible aussi aux biologistes qui ont un accès au DP. Et donc, tout ça fait déjà quelques temps, c'était accessible aux établissements de santé qui sont équipés. Donc, le but, c'est que le DP, en fait, le dossier pharmaceutique, il faut savoir que ça a été financé entièrement par l'Ordre national des pharmaciens, donc c'est une structure privée, et que là, on passe avec le DMP du financement public. On va garder la structure DP, mais le DP va se permettre d'alimenter le DMP des patients pour tout ce qui est partie médicaments.
je ne sais pas encore si c'est totalement opérationnel, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu sur mon espace santé, si je vais à la pharmacie, que je prends des médicaments, je vais avoir une notification voilà, de délivrance, mais je ne sais pas si c'est utile du DP ou pas. Et puis, voilà, en fait, il y a 40 millions de DP déjà créés, donc on est à 66 millions d'espaces santé, donc on devrait pouvoir augmenter pas mal le flux de données déversé dans l'espace santé des patients. Voilà. Je vois qu'il y a des questions. Je vais essayer de mettre le chat. On vous demande quel est le logiciel que vous utilisez. Alors moi, le logiciel que j'ai, c'est Léo. Ok. J'ai vu qu'il y avait une question sur les attestations Covid, les attestations de vaccination. Alors, ça... hop. Oui, la question, c'était est-ce que les notes de vaccination alimentent directement la rubrique vaccination ou est un document déposé dans le DMP? Donc, on a répondu à cette question. Dans le DMP, moi, je me suis connectée parce que j'ai fait des tests sur mon dossier, enfin, sur ma fiche patient, bien sûr. Et ça va dans vaccination. Notre note de vaccination va bien dans l'onglet vaccination sur la partie DMP et du coup, on la retrouve avec effectivement les attestations de vaccination Covid qui ont déjà été versées automatiquement. Merci pour la réponse. Ouais. Alors oui, j'ai une question je vois... alors à terme, si le DP devait finir à disparaître ou fusionner, en quelque sorte avec le MTT, les deux toujours en parlent. Alors non, parce que le dossier pharmaceutique, c'est vraiment que la partie médicaments, dispositifs médicaux délivrés. Donc le DP, il ne va pas disparaître, il va juste se verser, il va continuer à exister à côté. Parce que le DP, il n'a pas que la notion de suivi des délivrances, il a aussi des fonctions il est connecté à DP Rupture, ça nous permet de recevoir, nous pharmaciens, des alertes, des retraits de l'eau. Enfin, il a d'autres fonctions que d'alimenter un historique patient, quoi. Donc, il va continuer à exister, il ne va pas disparaître. Et le dossier médical partagé, c'est vraiment une brique, c'est la brique qui regroupe tous les documents santé du patient. Donc, voilà, le DP, c'est une petite partie sur le médicament qui va alimenter votre DMP. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis pour toutes les informations que vous avez pu nous donner. Je vous en prie. Merci. On va donc passer au second témoignage. Donc, c'est le docteur Yvan Monneret, donc, qui est biologiste au sein du laboratoire Innovi. Bonjour, je vous laisse la parole pour votre témoignage. Merci d'être avec nous. Bonjour, j'en prie, merci. Merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Ok. Donc, oui, l'idée, c'est de présenter un retour d'expérience au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Donc, moi, je suis pharmacien biologiste, je suis un des responsables de ce laboratoire, et en particulier en charge du développement de la partie numérique. Et le laboratoire a été pilote de cette phase 1 du Ségur, donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'informations. C'est un laboratoire qui est multisite, 75 sites, qui est géré par un seul système informatique qui est Exalis de Dédalus. On fait à peu près 11 000 dossiers par jour. On est sur des régions qui vont de Béziers jusqu'à Arles-Alès, en passant par Montpellier et Nîmes et toute la côte. Et on est sur 3 départements, le 13, le 30 et le 34, et 2 régions, Occitanie et PACA, avec un effectif d'environ 1000 personnes. C'est vous qui passez les diapos? Merci. Okay. Donc, le passage en version Ségur, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, c'était le 11 janvier 2023. On est passé de la version 4.6 à la version 5, qui est la version Ségur. Pour nous, l'impact immédiat et principal, c'était sur l'intégration de l'INS et sur les règles d'identité-vigilance qui ont été associées,
avec, on voit une copie d'écran de notre outil Exalis, des nouveaux champs qui sont apparus, ceux qui sont surlignés en rouge, tels qu'un justificatif de document d'identité, le bouton INS pour interroger tes services INSI, l'arrivée du matricule INSNIR, la notion d'autres prénoms que celui utilisé avec le premier et les prénoms autres, et également l'obligation de saisir le lieu de naissance. Et également, si on voit sur le côté, pardon, au côté où on voit des petits carrés, quand on fait une liste de patients, on les voit apparaître maintenant associés à un petit carré qui correspond aux 4 traits, 4 niveaux d'identité, provisoire, récupéré, validé et qualifié. Donc, le principal impact pour nous, l'intégration de l'INS, a été sur la formation et les explications au personnel, hein. Il y a 1000 personnes, donc il a fallu informer tout le monde de ce qui se passait du jour au lendemain. Malgré tout, on l'avait anticipé avec pas mal de mails avec des informations flash qu'on communiquait au fur et à mesure de l'avancée du projet. On a mis en place également des tutoriels et un quiz qui nous ont permis de former l'ensemble du personnel au référentiel national d'identitovigilance et à la nouvelle version du logiciel. On a travaillé sur des notes de service, on a créé une cellule d'identitovigilance spécifiquement pour ça, mais elle nous sert maintenant pour beaucoup de choses, pour accompagner les utilisateurs. Dès qu'ils ont une question, ils se réfèrent à cette cellule. Et puis, on a fait un premier niveau d'habilitation du personnel avec comme consigne de ne qualifier que si on avait une certitude, d'aller jusqu'au niveau de qualification d'identité que si on était avec une certitude. Et en cas de doute, on restait dans un niveau inférieur qui pouvait être dégradé jusqu'au niveau d'identité provisoire. Ça, c'était la consigne principale pour pas que les gens se précipitent en disant « je veux absolument qualifier ». Parce que de manière assez surprenante, il y avait une vraie motivation à vouloir qualifier et presque un challenge à vouloir le faire. Et pour l'instant, on en est au niveau, on fait des formations qualifiantes pour les référents, selon le référentiel national d'identitovigilance. Et en cours, on va maintenant déployer une habilitation complète qui permettra au personnel d'accepter ou non des discordances entre les 3 sources qu'on a maintenant, l'identité qui est déclinée par le patient, l'identité qui est apportée par le document support d'identité et celle qui est interrogée par le bouton le téléservice INSI sur les bases nationales d'identité. Donc, on peut avoir des discordances et pour l'instant, les principales interrogations viennent de ces différences qu'on peut avoir et de savoir comment les prendre en compte et quoi accepter ou ne pas accepter. Donc ça, c'est l'étape en cours. Suivante. Voilà des exemples de communication qu'on a fait pendant cette période et qu'on continue à faire, tels qu'à gauche, il y a des notes de service ou des affiches pour lesquelles on s'est fortement inspiré de ce qui était fait au niveau de l'ANS, au niveau de la CPAM, au niveau de nos ordres aussi qui ont communiqué sur les affiches. On a mis en place des tutoriels, un qui était fourni par l'éditeur et un autre qu'on a fait nous-mêmes, que vous voyez en bas là, en bleu. Et puis, on a fait un quiz qui permettait à chacun de s'évaluer sur son niveau de connaissance vis-à-vis du référentiel. Alors, en interne, l'impact de l'INS en interne au niveau du laboratoire, donc d'abord, comme je vous dis, ça a été un retour très positif. Le personnel a vécu ça comme une sécurité supplémentaire, de fait d'avoir un bouton, un téléservice INSI qui permettait d'interroger une base. C'était vu comme une information complémentaire qui venait les rassurer et les conforter dans la saisie que le personnel avait fait au niveau de l'identité. Donc, c'était très bien vu. Il fallait presque les freiner pour dire le message, c'était d'arrêter de cliquer sur ce bouton, ne le faites que si vous êtes certain. Et faites-le dans l'ordre. On interroge le patient, on récupère ses documents d'identité, on les vérifie. Et ensuite, en troisième intention, on interroge le téléservice. Donc, ce qui fait que l'intégration des pratiques a été très rapide, avec un taux de lecture des documents et nos pratiques étaient très rapides, et des réponses au quiz qui ont eu un retour très positif, avec 93% de réponses qui ont été validées. Ça nous a forcé aussi à créer, donc une obligation positive, à créer une cellule d'identitovigilance et intégrer dans nos référentiels le référentiel national d'identitovigilance. On s'est dit, on aurait dû le faire beaucoup plus tôt, en fait, puisque c'est vraiment une très bonne pratique. On a découvert également le réseau du Trois-Rives avec toutes les règles qui tournaient autour de l'identito, avec un exemple de document qu'ils sont en train de produire à droite et qui va nous servir pour le deuxième niveau d'habilitation, à savoir comment gérer les discordances entre les différentes sources d'identité. Ensuite, donc à l'issue de tout ça, en termes de statistiques, qu'est-ce que ça donne? Si on prend le camembert de gauche, ce sont tous nos patients. Donc, comme je vous disais, à peu près 11 000 par jour. Les couleurs ne sont pas reproductibles d'un camembert à l'autre, simplement ça représente en bleu foncé le pourcentage le plus important.
Donc, on voit que tout confondu, le plus important, ça reste de l'identité provisoire à 32%, mais on a quand même 28-29% d'identité qualifiée qui est en deuxième position. Si ensuite on sépare par nos 3 sources principales, les patients qui viennent directement au laboratoire, c'est là où on a le meilleur score d'identité qualifiée, c'est normal parce qu'on voit le patient, on peut lui demander son document d'identité et interroger tous les services. Donc, on a le processus qui est complet et actuellement, on est à 50% d'identité qualifiée. L'axe de progression, comme je vous le disais, c'est de gérer maintenant les discordances pour aller vers encore un plus haut niveau de qualification des identités. Si ensuite on prend les patients qu'on ne voit pas, qui sont prélevés à domicile et qui sont prélevés par les infirmières diplômées d'État à domicile et qui sont apportés au laboratoire, là on voit qu'on est en identité qualifiée beaucoup plus faible, on est à 9%. C'est une démarche qu'on a faite, j'en parle juste après, c'est une démarche qu'on a fait récemment, de former et de revoir les conventions avec les préleveurs externes et de les intégrer dans cette démarche de qualification d'identité. Et enfin, la troisième source, ce sont les patients qui sont en clinique. Donc là, c'est le score le plus faible, 3,7% d'identité qualifiée, majorité en provisoire. Ça, c'est normal parce que pour l'instant, là, on est presque au niveau 0, puisqu'il faut j'en parle aussi plus loin, qu'on renvoie nos contrats, qu'on intègre des nouveaux outils d'échange d'informations, de l'HPRIM ou de l'HL7, pour qu'on puisse échanger des identités avec les 4 niveaux de possibilités. Donc, pour faire un focus sur la partie préleveur externe, donc il y a un gros travail qui est entamé avec une revue des conventions. Donc, les conventions sont les documents qui lient sont une sorte de contrat qui lie le laboratoire, un laboratoire avec un préleveur externe et qui permet d'échanger sur les bonnes pratiques dans lesquelles on a ajouté 2 exigences, donc l'exigence du décret sur l'INS, et on en a profité pour ajouter aussi l'exigence du RGPD qui permet de définir que le préleveur est responsable du traitement et un responsable de traitement. Donc ça correspond, c'est pas négligeable, ça correspond à peu près à 5000 conventions qui ont été revues. Donc refaire signer 5000 documents, c'est de la signature numérique, hein, heureusement ça va vite, mais c'est quand même 5000 documents qui ont été re-signés récemment, avec diffusion des documents qui vont l'expliquer, diffusion également de formations et de tutoriels. Et puis récemment, on a intégré dans notre fiche de prélèvement, comme vous le voyez ici, la notion du recueil du niveau d'identité, du document d'identité qui a été vu, qui permet ensuite de dire, une fois qu'on récupère le prélèvement, que l'identité a été validée et qu'on peut la confirmer en faisant l'interrogation du téléservice et d'aller jusqu'à la qualification. Et ça, c'est toujours en cours, ce qui explique le pourcentage un peu plus faible, enfin nettement plus faible par rapport aux patients que l'on voit en direct. Et pour ce qui est des établissements de santé, la troisième source de patients, c'est là par contre tout reste à faire. On se pose la question de savoir si on doit revoir les contrats ou pas, sachant que si on les revoit, il y a une notion d'outil qu'il faut intégrer. Est-ce qu'on fait de l'HPRIM 2.5 ou l'HL7 et comment on fait pour intégrer un matricule dans les échanges de données, comment on fait pour connaître le statut d'identité. Ça, on ne le sait pas encore. On ne sait pas non plus si ça va faire partie d'une prochaine vague du Ségur, s'il y aura des exigences techniques à ce niveau-là. Donc, c'est pour l'instant l'élément, on va dire, le moins avancé de notre démarche de qualification des identités. Autre focus cette fois-ci sur mon espace santé pour la partie DMP. Donc, on alimentait depuis longtemps déjà le DMP. Donc, c'est pour ça que je vous présente une statistique. Là, le premier histogramme, c'est tout confondu en 2022. À peu près 39% de nos dossiers, donc vous avez les chiffres exacts, même à peu près 1,5 million de dossiers sur 4 millions, ont été transmis en 2022, donc soit 39%. En janvier, on a une petite baisse, c'est normal parce qu'on a ajouté une exigence, l'exigence d'avoir une identité qualifiée ou récupérée. Mais bon, on est malgré tout à 36%, et puis progressivement on remonte, on est maintenant à 43% de dossiers qui sont transmis au DMP. Parmi ces 43%, en fait, la condition qui fait qu'on alimente le DMP, c'est que le patient doit avoir un matricule INS-NIR. Donc, il a ce matricule INS-NIR sous 2 conditions, soit il est l'identité qualifiée, soit une identité récupérée. Donc, d'où les 57% sont en qualifié et 43% avec une identité récupérée. Et puis, pour rappel, si on reprend précédemment les identités qualifiées et récupérées dans les chiffres que je vous ai présentés précédemment, on arrive à 53%.
Donc, ça veut dire que pour l'instant, le maximum que l'on pourrait transmettre, dans tous les cas, ne dépasserait pas les 53%, puisqu'il faut être où il faut un matricule INS-NIR pour transmettre au DMP. Donc, on voit que les deux projets sont fortement liés. On ne pourra augmenter nos statistiques d'alimentation du DMP que si on augmente nos statistiques de qualification des identités. Là-dessus, je tenais à souligner l'accompagnement qu'on a eu par les caisses primaires d'assurance maladie, en particulier 34 et également le 30. On a eu un très joli accompagnement là-dessus. Il continue d'ailleurs, on échange très régulièrement. Et puis, on a même eu le droit d'avoir accès à l'outil élastique qui nous permet de suivre notre activité quasiment en direct. La suivante. Au niveau des difficultés, alors on n'a pas de principal point, on n'a pas de supervision au niveau de notre outil informatique Exalis. Ce qui fait qu'on a, hélas, une panne qui est apparue le 13 avril. On l'a découvert presque par hasard et par quelques réclamations de patients. Donc, on n'a pas d'outil qui nous permet de dire attention, en ce moment, votre DMP n'est pas alimenté. Si on ne fait pas l'effort d'aller voir, enfin, le DMP des patients n'est pas alimenté, si on ne fait pas l'effort de le voir. Donc, ça, c'est un point d'amélioration. J'ai déjà eu les remontées de la part de l'ANS et les CPM pour dire c'est bizarre, vos statistiques ont chuté. Donc, effectivement, ça s'est vu. Donc, il y a un gros point d'amélioration à faire à ce niveau-là. Pour l'instant, je n'ai pas encore la résolution ni la cause de cette panne. Deuxième axe d'amélioration, c'est le format. On envoie sous deux formats, du PDF et du CDA, du compte-rendu structuré. Le CDA, en fait, il faut petit à petit le travailler, l'enrichir au niveau de notre paramétrage pour qu'il devienne compatible par rapport au CRBio. Le CRBio étant le cahier des charges qui est défini au niveau du CISIS, qui permet de décrire exactement à quoi doit correspondre un compte-rendu. On a quand même fait une bonne partie du travail parce que 100% des codes Lowink ont été intégrés. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce qu'est un code Lowink. C'est un code de nomenclature qui permet au lieu de dire glucose ou glycémie, c'est remplacé par un chiffre qui permet d'avoir les mêmes codes pour tout le monde. C'est très, très utile au niveau statistique et au niveau échange de données. Donc pour nous, déjà, les codes Lowink sont intégrés, mais il reste encore beaucoup de paramétrage, beaucoup de mise en forme. Donc on a un petit exemple dessous, on voit en haut le PDF, donc il est à peu près bien présenté. Par contre, dès qu'on passe en CDA, on a des sauts de ligne. C'est pas illisible, hein, mais là où on avait un document qui faisait une page, il fait vite 3 pages en format CDA. Donc ça rend les choses un peu moins lisibles. Il peut y avoir aussi parfois des informations qui manquent. Parce que ça, c'est de notre côté, parce qu'on doit travailler sur le CRBio pour l'enrichir au fur et à mesure au niveau de nos paramétrages. Et puis, ce qui reste également à faire, c'est des tests fonctionnels pour parfaitement qualifier les flux. Comme le disait l'intervenante précédente, là, elle a qualifié, elle a fait des essais avec son propre DMP. Mais là, c'est un peu pareil, hein, on n'a pas de bac à sable pour pouvoir essayer. Donc, on fait les essais sur notre propre DMP, donc avec des renvois, des suppressions, des ajouts, des corrections. Et puis, quelques questions également pour savoir comment ça se passe pour les patients mineurs. On n'a pas encore toutes les réponses à nos questions et il y a un petit axe d'amélioration à faire à ce niveau-là. Suivante. Et pour ce qui est deuxième volet de mon espace santé, c'est la partie MSS citoyenne. Là-dessus, pour l'instant, on n'a pas avancé. La raison est très simple, c'est qu'on a choisi de paramétrer nos messageries, nos MSS professionnels de biogistes avec une stratégie qui a été convenue avec le MIPI, avec Medimel. Donc, on a un contrat avec eux pour réaliser toute la création de nos MSS. Et notre éditeur nous impose un autre moyen qui n'est pas compatible. Donc, pour l'instant, on est sur un petit blocage technique qu'on va chercher à résoudre au plus vite. C'est que du blocage technique. Pour ce qui est de la MSS professionnelle, donc celle qu'on envoie à tout professionnel de santé, donc là aussi, ça fait longtemps qu'on l'envoie. Elle est pardon, je vais commencer d'abord pour la partie biologiste. Donc, en cours de déploiement, pour tous les biologistes du laboratoire LaboSud, donc on est 75, on est en train de déployer pour que tous, on puisse avoir une MSS et communiquer, si on a besoin de communiquer avec un professionnel de santé, communiquer de manière sécurisée pour échanger nos données. Partenariat avec le MIPI, ce qui permet d'intégrer directement dans cette boîte dans nos outils Office 365. Dans Outlook, en fait, on a directement les boutons ou les tags qui nous permettent de rédiger une MSS sans être obligé d'ouvrir un webmail. Et puis, on intègre également de créer des boîtes organisationnelles pour certaines activités, comme par exemple la microbiologie qui veut avoir une boîte organisationnelle pour pouvoir communiquer sur des études épidémiologiques ou des comptes rendus un peu plus précis vis-à-vis des prescripteurs.
Pour ce qui est des prescripteurs, justement, depuis 2021, on fait de la MSS professionnelle. C'est un gros travail. Au fur et à mesure, on met à jour notre base de médecins pour solliciter les médecins pour qu'ils intègrent la MSS, pour leur proposer de basculer, d'abandonner les anciens protocoles H' ou fax ou papier. Alors, cette démarche est beaucoup améliorée avec la version Ségur, puisque maintenant, en tapant le RPPS du médecin dans notre outil, on remonte automatiquement la base issue de l'annuaire santé. Donc, ça permet d'aller plus vite pour créer des médecins et créer des boîtes MSS. Donc, on fait pas mal aussi de sensibilisation par les courriers, par mail, par le site internet, ce qui nous permet d'avoir une progression régulière et continue des transmissions de MSS. Je vous montrerai les chiffres juste après. Et en termes d'envoi, on envoie les trois fichiers, le PDF, un fichier H', il y a toujours de l'H', et du fichier CDA avec les mêmes limites dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il faut au fur et à mesure l'enrichir pour qu'il devienne complètement compatible par rapport au CR Bio. Donc, suivante, en termes de statistiques, voilà ce que ça donne. On reçoit tous les mois, vous voyez sur la droite, les statistiques nationales, un petit tableur avec tous les chiffres qui nous permet de compléter nos statistiques d'activité. Donc, au niveau de la BOSU, on est à chaque fois plutôt bien positionné et on progresse régulièrement. Vous voyez à gauche, donc ça commence en juin 2021. Le cartouche du haut, ce sont le nombre total de MSS. On est autour de 60 000 en ce moment par mois. Et puis en dessous, c'est par rapport au nombre de dossiers. Donc là, il y a encore pas mal de progression. Vous voyez, on est à peu près à 17-18% de nos dossiers qui sont transmis en MSS. Donc il y a encore une belle marge de progression. Suivante. Un petit focus sur le retour utilisateur. Donc, au niveau de l'INS, on n'a pas eu de difficulté. On craignait un petit peu du fait d'interroger les patients, leur demandant un document d'identité. Finalement, ça se passe plutôt bien. Alors, il y avait déjà une certaine habitude, parce que dans certains cas, pour une demande de groupage sanguin ou de RAI, donc ça concernait le suivi des grossesses ou les patients en préopératoire, on demandait déjà des documents d'identité. Donc, on avait un peu déjà cette habitude. Donc, ça se passe plutôt bien. Il y a toujours des gens qui râlent un peu, mais globalement, comme l'a dit la personne juste avant, avec un peu de pédagogie, ça se passe bien. Et on craignait aussi du temps supplémentaire que ça pourrait nous prendre. Finalement, c'est négligeable. Je crois que c'est 10 secondes. Ça prend 10 secondes de plus pour créer un dossier en demandant les documents. Donc, ça va très, très vite. Au niveau du DMP, on a peu aussi de blocage de la part des patients. Peu de patients nous ont dit, ça arrive, hein, mais il y en a assez peu qui vont nous dire, je ne veux pas que vous alimentiez mon DMP. Mais pareil, avec un peu de pédagogie, souvent on leur explique que c'est un labo, ce n'est pas Google, qu'il faut mieux que ce soit l'État qui gère leurs données de santé plutôt qu'ils les mettent sur un cloud géré n'importe comment. Donc, c'est assez facile de les rassurer. On commence à avoir de vrais usages par les patients et par les médecins et qui vraiment commencent à l'utiliser. Une seule petite remarque que j'ai eue pour les médecins, c'est qu'ils sont un peu perdus parce qu'ils reçoivent 4 exemplaires. 2 exemplaires pour le patient, 2 exemplaires pour eux-mêmes, avec chaque fois un exemplaire en PDF et en CDA. Donc, c'est la seule petite remarque négative que j'ai pu avoir pour l'instant de la part des médecins, mais sinon, ça se passe plutôt bien. Et ça m'a fait penser aussi, j'ai oublié d'ajouter, le DMP, pour l'instant, on n'arrive pas en tant que biologiste professionnel de santé à y accéder. C'est juste parce pour y accéder, il faut qu'on mette une CPS dans un lecteur. Et nos CPS, elles sont bloquées pour faire de la FSE. Donc, vivement qu'on puisse y aller avec une ICPS et que ça puisse être intégré directement à notre style pour qu'on puisse interroger le DMP. Donc ça, c'est à venir. Voilà pour ce petit retour d'expérience. Je vais passer des questions. Je vais essayer de... Oui, effectivement. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Et effectivement, il y a pas mal de questions. Donc, il nous reste juste quelques minutes. La première question, c'est une question de Nadjet qui nous disait que l'éditeur Exalis donne les droits au secrétaire de modifier l'INS d'un patient lors d'un appel au téléservice. Ce n'est pas le cas ce n'est pas l'esprit de l'identité-vigilance. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, alors en fait, c'est pour ça que c'est toujours un peu difficile l'ouverture des droits. On a dû effectivement ouvrir ce droit parce que sinon, ils étaient complètement bloqués pour toute modification. Donc, actuellement, ce droit existe et sont malgré tout très prudentes. Et ça doit être associé au niveau d'habilitation qu'on est en train de mettre en place. Mais je touche du bois, mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreur à ce niveau-là. Je ne pense pas quand même que, même si le droit existe, je n'ai pas vu de gens aller modifier a posteriori les traits d'identité à ce niveau-là.
Merci. On a aussi une question de Marie qui nous dit, lors d'une transmission H', pouvez-vous distinguer les identités qui ont déjà été qualifiées par l'ES? Non, justement, en H', actuellement, on est en H' 2.4, comme beaucoup, comme la majorité. Il faut les passer en H' 2.5 pour commencer à transmettre de l'INS. Mais en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'on passe en IHE HL7, qui sera la future exigence dans les protocoles d'échange, parce que c'est un mode d'échange beaucoup plus riche. Mais actuellement, effectivement, comme ce que je disais, c'est pour ça que ça n'avance pas au niveau des cliniques, c'est qu'on est avec un H', ancienne version, et il n'y a pas du tout d'échange de matricule INS ou ni même de statut d'identité. On récupère des démographies des cliniques, mais on n'a aucune idée du statut d'identité qui est récupéré. Donc c'est un gros axe d'amélioration, effectivement. Merci. Et Marie était aussi également intéressée à vous poser une autre question. C'était pour partager le fonctionnement de qualification qui a été mis en place avec les IDE pour les prélèvements à domicile. D'un point de vue technique, comment est-ce que vous fonctionnez? Pour le partager, c'est-à-dire? En fait, c'est le fonctionnement. Enfin, comment est-ce que vous fonctionnez pour qualifier les personnes pour lesquelles en fait, il y a des prélèvements à domicile qui sont effectués par des IDE? Oui, il y a eu des sessions de formation et quiz. Donc, il y a eu des documents qui ont été communiqués. Après, il y a eu des sessions de formation complète. Je crois qu'elle dure 1h30, la formation, avec à l'issue un quiz et un niveau de qualification attendu. C'est Marie qui, je pense, qui veut compléter. Oui, allez-y. Bonjour à tous, c'était juste pour préciser la question. En fait, effectivement, ma question, c'est parce qu'en fait, j'ai exactement la même problématique là qui ressort. Et en fait, ma question, c'était est-ce que les IDE, elles sont connectées à votre logiciel? Enfin, comment est-ce que vous propagez l'identité entre le moment où elles le qualifient à domicile par rapport à dans votre logiciel, en fait? Alors, on n'a pas encore complètement de lien informatique entre nous. On a le seul lien qu'on a, on démarre une utilisation d'un outil qui s'appelle PAD. D'accord. Qui permettra effectivement un échange de données informatiques. Mais pour l'instant, c'est en démarrage, ce n'est pas toutes les IDE. Sinon, pour l'instant, en fait, c'est dans la convention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'infirmière a eu la formation et qu'elle a signé la convention, donc la nouvelle convention, elle est considérée comme compétente et responsable. D'accord. Okay. D'où la notion de RGPD qu'on a ajoutée pour bien la mettre en tant que le mettre en tant que responsable de traitement. Et sur le document de support, qui est le document sur lequel elles mettent combien de tubes elles ont prélevés, elles mettent leur nom, etc. Elles mettent toutes les informations du patient. Elles disent également si elles ont vu un document d'identité à haut niveau de confiance et lequel. Comme ça, nous, quand on récupère les données, certes, on les ressaisit, mais on a l'information que les informations qui ont été saisies sur la feuille ont été vues et validées avec un document à haut niveau de confiance. D'accord. Donc okay. Nous, on coche comme quoi ça a été vu avec carte nationale d'identité ou passeport. Et à ce stade, on est en identité validée. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. On arrive malheureusement au bout de la session. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir ce partage d'expérience et que j'espère que ça a été en tout cas utile pour toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui pour justement pouvoir éclaircir certaines choses. Donc merci encore, un grand merci à tous les deux. Et donc, on se retrouve pour le prochain rendez-vous. Donc, c'est dans un mois, c'est le 8 juin. À 15h30 comme d'habitude, et donc vous pouvez vous inscrire sur le lien Eventbrite qui est mis. De toute façon, on vous repartagera les liens. Et puis pour toutes les questions qui ont été posées pendant la session, on va tout consolider dans une FAQ et vous pourrez retrouver toutes les réponses aux questions. Voilà. Écoutez, merci encore.